Bonjour à tous, on va commencer. Merci d'être ici pour notre conférence ARP Astrans sur les nouvelles dynamiques d'habiter face à l'évolution des modes de vie. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai un écho un peu étrange. Ok. Aujourd'hui, on va aborder les questions de transformation de l'immobilier par rapport aux enjeux environnementaux, transformation des modes de vie par rapport aux évolutions sociétales, mais également à la digitalisation post-Covid pour comprendre aujourd'hui comment on peut concevoir du logement, donc c'est-à-dire le logement en soi dans la construction et également la manière dont on va concevoir les logements en termes d'usage, donc ce qu'on va mettre dans les bâtiments, tout simplement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, un petit retour sur ARP Astrans. On est une société de conseil qui existe maintenant depuis plus de 25 ans. On accompagne tout type d'acteurs de l'immobilier sur la dimension de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de design et architecture intérieure et ingénierie environnementale, toujours autour de 4 prismes, donc le bâtiment durable, la santé et le bien-être par l'immobilier, la transformation digitale et la biodiversité et la biophilie. Si vous voulez en savoir plus, notre stand est juste derrière. N'hésitez pas à venir nous voir par la suite. Aujourd'hui, on a 4 pôles d'activité. Le design et l'aménagement d'intérieur, où on accompagne principalement des acteurs tertiaires sur l'évolution des modes de travail et la conduite du changement et leur traduction dans la conception des espaces intérieurs tertiaires. Le développement durable, donc avec toute la question des stratégies de bâtiments durables, d'économie de ressources, de bas carbone et de résilience face au changement climatique dans une dynamique opérationnelle, par exemple de certification, mais également de stratégie plus globale pour les acteurs de l'immobilier. Un pôle d'activité sur la question de la prise en compte du vivant, donc de la biodiversité et de la biophilie dans l'immobilier, qui est une partie qu'on a tendance à oublier et que nous, on exerce depuis plus de 10 ans maintenant. Et enfin, une dernière activité autour du conseil de l'innovation et du digital, où on accompagne toutes les stratégies immobilières des acteurs de l'immobilier aujourd'hui, autour des questions de performance d'usage, de nouveaux modes de vie et également de programmation dans les bâtiments. Plus précisément sur le pôle conseil, innovation et digital. On accompagne donc les questions de stratégie et de schéma directeur, de programmation et de nouveaux concepts en lien avec l'évolution des modes de vie. On accompagne également sur toutes les questions de AMO, management de projet, de la conception jusqu'à l'exploitation. Et on a également une activité en lien avec le digital et la cybersécurité, donc dans le bâtiment. On a également créé un accélérateur de start-up dédié au confort santé bien-être il y a maintenant 6 ans, qui rassemble plus de 160 solutions qui ont pour vocation d'améliorer la santé des usagers dans les bâtiments. On a plus d'une vingtaine de partenaires qui sont tous acteurs de l'immobilier, donc professionnels ou grands donneurs d'ordre. Plusieurs centaines de projets pilotes de généralisation. Et on a un village Imowell qui est juste derrière vous, qui rassemble une douzaine de startups qui font partie de l'écosystème. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer à la suite de cette conférence pour échanger ou également à venir me voir pour qu'on puisse en discuter plus amplement. Et enfin, un petit rappel qu'on aime bien faire, c'est qu'on est la première société d'immobilier en France à avoir été certifiée B Corp. Ça veut dire que toutes nos missions et nos actions sont en phase avec les enjeux sociétaux et environnementaux dans lesquels on croit et qui font du bien, tout simplement, à notre business, à nos clients et sur ces questions-là. Donc pour revenir rapidement aux questions d'aujourd'hui sur les nouvelles formes d'habitat suite à l'évolution des modes de vie, on va très rapidement revenir sur quelques constats qui transforment aujourd'hui la manière dont on conçoit l'habitat. Donc le premier constat qu'on va faire, c'est que le logement, c'est un actif à penser au prisme des enjeux environnementaux. On a tendance à souvent penser le logement comme surtout une question de confort et de réponse à nos premières préoccupations, sauf qu'aujourd'hui, le logement s'inscrit tout d'abord dans une stratégie de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire d'arrêt de l'artificialisation des sols malgré l'accroissement de la population. Aujourd'hui, en 2000, en France, on avait plus de 1800 hectares par an qui étaient artificialisés, notamment liés à des questions d'extension du logement et de la maison individuelle. En 2020, c'était 550 hectares par an.
Et l'objectif, c'est d'arriver à zéro. Et donc, la question du logement par rapport à la reconversion et justement à l'utilisation de friches et autres empreintes foncières existantes est centrale aujourd'hui. Le logement, il s'inscrit aussi dans une stratégie nationale bas carbone, puisque aujourd'hui, on a tendance à penser qu'un logement de qualité, c'est un logement neuf et qui ne fait pas partie d'une restructuration. Et, sauf que même si on pense à un logement qui est un bâtiment basse consommation, c'est important de rappeler également que 60% des émissions carbone d'un bâtiment se situent lors de la phase de construction. Et donc le logement de demain, pour s'inscrire dans cette dynamique environnementale, c'est avant tout un logement qui est du coup de restructuration, de reconversion. Ces plusieurs stratégies nationales, elles se retrouvent également dans une déclinaison qui sont aujourd'hui locales, puisqu'on voit que la ville de Paris ou la ville de Bordeaux ou même la ville de Lille ont également créé des pactes pour justement cette construction durable et environnementale qui intègrent ces questions de reconversion et qui sont du coup prégnantes. J'entends les petites clochettes, ça me perturbe. Le deuxième constat qu'on a aujourd'hui, c'est que le logement, c'est un actif qui est soumis à des enjeux de surface et de performance d'usage. Donc on ne va pas parler de mal logement dans nos préoccupations du jour, mais on a quand même des préoccupations en termes de confort, de santé et de bien-être qui sont liées sur des logements de qualité que l'on peut créer. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 8 millions de logements qui sont suroccupés en France, c'est-à-dire qui sont trop petits pour les ménages qui s'y trouvent. Et si on prend en compte la vacance qui existe dans les logements et qui va continuer avec toutes les questions de maisons secondaires, on estime qu'il faut quasiment créer plus du double de logements qui existent en France. Donc on a une vraie demande sur le fait de continuer à construire des logements. On a une vraie demande à continuer de construire des logements différemment également, puisqu'on a 80% de la population qui est éligible au HLM aujourd'hui. Et pourtant, on ne construit pas 80% des logements HLM. Et on a une vraie tension financière de ce point de vue-là. Et du coup, c'est encore une approche assez inégalitaire qu'on a dans le logement aujourd'hui. Elle est également inégalitaire par rapport à la population à laquelle on s'adresse, puisqu'on a 24% de la population d'ici 2030 qui aura plus de 60 ans. Et pourtant, on ne crée pas des logements dans lesquels on peut avoir un maintien à domicile ou avoir des services. Et on a également 15% de la population qui est soumise à des formes de handicap. Et pourtant, aujourd'hui, par exemple, la loi Elan, elle pense des questions d'accessibilité, mais elle ne force pas à penser de l'accessibilité dans le logement. Aujourd'hui, on ne va pas forcément traiter les questions d'insalubrité, puisque c'est des questions qui sont quand même assez bien traitées dans le logement en France. Mais par contre, on va quand même traiter des questions de santé, puisque aujourd'hui, la surface moyenne d'un logement en France, elle n'arrête pas de baisser. Et pourtant, comme je le disais là, on a quand même des questions de santé, de confort qui ne cessent d'évoluer. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire moins de surface, qui vont nous coûter moins cher, mais mieux les faire pour avoir plus d'usage et plus de confort. Alors, je ne sais pas si ça va encore continuer, ces petites clochettes, c'est un peu perturbant. Un autre point, donc un autre constat aussi sur le logement aujourd'hui et les nouvelles attentes du logement. Donc, comme vous le savez tous, on a tous vécu la crise Covid-19 qui nous a permis d'avoir une nouvelle transformation par rapport à l'utilisation de nos logements, puisqu'on a tous télétravaillé, ça grâce à la digitalisation. Qui a été fortement facilité et utilisé. Mais sauf que du coup, on a une nouvelle attente par rapport à notre logement qui est de pouvoir y travailler et pouvoir accéder également à des nouveaux services, puisque avec la crise de la Covid-19, ça a été également la revalorisation de la question de la ville du quart d'heure, avec l'utilisation des aménités qui étaient à proximité de chez nous. Donc on utilise plus souvent la salle de sport, l'espace de coworking, la cantine qui est près de chez nous. Et donc on va avoir une transformation de cette conception du logement qui va être également en tension avec le fait que ce que je disais avant, c'est qu'on a moins de mètres carrés à utiliser et pourtant on doit y créer plus de services. On doit y créer plus de services pour pouvoir travailler chez nous, pour pouvoir créer de la modularité, imaginer des nouveaux espaces, mais également imaginer des nouveaux espaces partagés qui sont liés à ces nouveaux modes de vie qu'on a dans nos espaces. On a également des attentes en termes de confort, santé, bien-être qui ne cessent d'augmenter. Donc là, on a remis une pyramide de Maslow pour rappeler aussi que le logement, auparavant, c'était principalement des questions d'intimité, d'insonorisation, de lumière, de confort assez basiques. Là, il y a maintenant
4-5 ans, on a commencé à voir également la question de la sociabilité dans le logement qui est énormément revenue. C'était des questions qu'on traitait déjà avec Le Corbusier, sauf que maintenant, avec la digitalisation, elle est revenue d'autant plus près avec la question de la promiscuité. Par exemple, on a une start-up dans l'écosystème Imowell qui s'appelle Smile, que vous connaissez probablement, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui crée du lien social et du réseau social dans les quartiers. Donc c'est des nouvelles attentes complémentaires. On a aussi des nouvelles attentes sur le fait de pouvoir recevoir son entourage avec des espaces complémentaires, par exemple des chambres partagées dans les résidences qui sont de plus en plus demandées. Et maintenant, on va aussi avoir des nouveaux usages, donc, comme le sport chez soi ou le télétravail avec une pièce supplémentaire qui peut être partagée ou un espace de coworking. Et maintenant, on va aller encore plus loin, puisque, par exemple, on a vu que la crise de la Covid-19, elle a créé un nouvel usage. Donc, on va également demander une évolutivité dans le logement, une adaptabilité. Donc, imaginez, par exemple, des logements qui sont des 2 pièces qu'on peut transformer en 3 pièces ou en 4 pièces, et ce, sans l'intervention du constructeur ou du promoteur, qui va être uniquement liée à l'usager. Nous, chez Imowell, on a par exemple intégré la start-up OUI, qui propose des cloisons modulables entièrement équipées et qui permet donc aux usagers de retransformer leur logement derrière. Le dernier constat qu'on a par rapport à la transformation du logement aujourd'hui, c'est qu'on va devoir intégrer également des services et des adaptations pour favoriser le maintien chez soi. Donc, comme je le disais, la population senior, elle cesse d'augmenter. D'ici 2050, ça sera 44% de la population qui aura plus de 60 ans. Et entre 2020 et 2030, la population de 75-84 ans, elle va augmenter de plus de 50% également. Et donc là, on le voit, en fait, la courbe, elle est quand même assez importante. Et elle montre qu'aujourd'hui, le logement de demain, et qu'on doit penser, doit être un logement qui doit permettre le maintien chez soi, notamment pour cette population. Et ça a rappelé que, également, dans le schéma d'achat du logement, le dernier achat qu'on fait, c'est autour de 50 ans. Je ne pense pas que les personnes ici qui ont 50 ans ont acheté leur logement en se disant qu'elles allaient finir dedans. C'est un petit peu dur de dire ça. Mais la réalité, c'est que c'est des questions qu'on commence à avoir. Et à 50 ans, on n'a pas forcément envie d'acheter dans une résidence gérée, médicalisée. Donc, on doit quand même imaginer ce nouveau type de logement également. Donc, par rapport à nos convictions, donc là, juste pour rappeler le logement de demain, ce qu'on se disait, donc c'est un logement qui doit être de la restructuration par rapport aux enjeux environnementaux, qui doit imaginer également des nouveaux types d'usages, intégrer des nouveaux types de solidarité, de collaboration et de nouveaux types de partage, toujours dans une dynamique d'avoir moins d'espace, et également un logement qui va être adapté, serviciel, pour des problématiques qui sont principalement liées à des seniors. Donc, nos convictions par rapport à ces logements, déjà, c'est qu'il y a une réponse qui se trouve dans la vacance tertiaire qui se trame. Aujourd'hui, une étude de BNP Paribas qui a été publiée l'année dernière montre qu'il va y avoir près de 3,3 millions de mètres carrés disponibles en Île-de-France. Donc, bien sûr, de manière assez graduelle par rapport à des questions de nouvelles stratégies immobilières qui intègrent du télétravail, du coworking et du présentiel. Et donc ces 3,3 millions de mètres carrés, ils ne sont pas encore disponibles aujourd'hui, puisque ça va être des réflexions qui vont être liées à des fins de baux et des transformations de stratégie. Que c'est pas non plus la fin du tertiaire de manière générale, puisque la transformation du flex office, elle va faire en sorte que finalement les entreprises vont quand même plus s'étendre dans plus de mètres carrés, mais on a quand même près de 7%, en fait ces 3,3 millions, c'est 7% des actifs tertiaires qui sont en Île-de-France, qui vont être disponibles et dont on peut faire autre chose. Donc il y a une vraie question à savoir comment est-ce qu'on va transformer ces actifs en potentiel futur logement, puisqu'il y a une vraie demande qui s'affronte. J'ai commencé à pas mal parler de reconversion et de transformation. Il y a quand même 2 différences à rappeler. La première, c'est qu'on peut parler de réversibilité dans le neuf. Ce n'est pas le sujet qu'on va forcément approfondir aujourd'hui. La réversibilité, c'est des choses c'est un concept qui a déjà été pas mal approfondi, par exemple par Bouygues avec Office Switch Home ou avec ICAD, avec l'immeuble à destination indéterminée, et qui permet d'imaginer des actifs tertiaires qui peuvent devenir des logements assez facilement. Donc ça, c'est une vraie réponse qu'il faut continuer à explorer, notamment
dans les mètres carrés qui vont être construits d'un point de vue tertiaire, mais ce n'est pas forcément ce qui est notre point central aujourd'hui. Notre point central, ça va être plutôt sur la reconversion de l'existant, avec par exemple ce site, qui n'est pas très charmant comme ça, mais qui est très intéressant. C'est un site qui est à Saint-Herblain, et qui est en fait un ancien centre commercial, qui a été reconverti en centre d'artisanat et en logement, par rapport grâce à des signaux faibles en fait, du territoire. Donc c'est la ville de Saint-Herblain qui a identifié que ce centre commercial avait des espaces vacants, mais qu'à proximité, il y avait des camionnettes, donc une activité économique de personnes, et avait identifié également un manque de logement, et donc a décidé de mener une étude urbaine qui a permis la reconversion de cet espace en un centre d'artisanat d'art avec des logements. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a vraiment une problématique également à identifier sur le territoire ces signaux faibles qui nous permettent d'identifier de la vacance foncière, des friches ou des espaces à redynamiser économiquement qui vont intégrer du logement et qui le feront de manière raisonnée en recréant des quartiers et des centralités. Cette place pour le logement dans des actifs existants, dans une logique de reconversion, l'image est un peu floue, elle existe depuis longtemps en réalité, et elle est déjà bien menée, et en fait elle est également vectrice d'énormément d'opportunités pour les territoires. Là c'est un exemple que j'ai pris qui est la brasserie Fischer à Schiltigheim. Et je l'ai trouvé très intéressant puisque c'est pas un actif tertiaire, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'il faut également rappeler que aujourd'hui les actifs non agricoles en France représentent 30% des surfaces qui sont imperméabilisées. Et pour ces actifs non agricoles industrialisés, on a deux voies possibles, soit une transformation de leur activité économique qui va permettre le maintien de leur activité, ou alors une voie qu'on observe souvent, qui est l'arrêt de leur activité industrielle, l'inadéquation de leur patrimoine immobilier à leur taille, ou alors le manque également de main-d'œuvre qui permet de faire vivre cette activité industrielle, souvent un manque de main-d'œuvre qui est également lié à un manque de logement par rapport à une offre qui peut être insalubre ou trop chère justement. Donc on se retrouve souvent avec ce patrimoine industriel dont on doit faire quelque chose, qui n'est pas forcément reconverti. Et cet exemple de Schiltigheim, il est intéressant parce qu'il a été cédé à un promoteur qui a transformé cette brasserie en 30 000 m² de logement, en coopération avec la ville, qui a mis en place une taxe d'aménagement pour cette reconversion. Et cette taxe d'aménagement a permis la construction de plusieurs équipements pour la population sur la ville. Et donc cet exemple-là, c'est un très bon exemple de coopération publique-privée pour la reconversion d'espaces existants en logement. Cette reconversion des actifs vers du logement, c'est une tendance de fond à poursuivre. Dans les années 60-70, on l'a déjà vu, donc, bon, là c'est du bureau, mais on l'a déjà vu via par exemple des magasins généraux ou des actifs industriels qui ont été reconvertis en logement, et ça avait très bien fonctionné. Parce que cette reconversion, elle permet également de valoriser un patrimoine immatériel, c'est-à-dire l'histoire d'un site, valoriser et redynamiser un quartier d'un point de vue économique, et de créer des espaces qui sont vecteurs d'une autre qualité de vie, c'est-à-dire que dans les années 60-70, quand on a reconverti des bâtiments industriels en logements, ça surprenait tout le monde. Ce n'étaient pas les logements dans lesquels on avait l'habitude de vivre, et pourtant aujourd'hui, c'est des logements qui sont hautement valorisés puisqu'ils témoignent d'une innovation, d'une différenciation sur la manière dont on peut expérimenter ces espaces de vie. Et du coup, j'ai mis cette image parce que là, c'est une tour de bureau, mais c'est vrai que là, si on vous dit on va créer des logements dans une tour de bureau, tout le monde est assez surpris parce que personne ne s'imagine vivre à La Défense. Et pourtant, on n'imaginait pas ça dans les années 60-70 non plus, et c'est peut-être là-dessus où on doit changer le mindset et peut-être aller vers une transformation de la philosophie des espaces dans lesquels on vit, et imaginer qu'une tour de bureau peut devenir demain une tour de logement tout à fait qualitative. Quand je dis également changer le mindset, c'est vraiment changer la perspective dans laquelle on fait du logement dans la restructuration aujourd'hui, parce qu'à tous les points négatifs qui existent et qui sont souvent soulevés dans cette question de restructuration et de reconversion,
On peut y voir des points positifs, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc le premier, ça va être la question de la programmation difficile ou alors la non-programmation d'origine. Et ce qu'on peut répondre, c'est que justement, en anticipant ces nouveaux usages, on peut imaginer des actifs qui sont plus modulaires, qui vont avoir une vie plus longue et qui vont plus s'adapter justement à des questions de réactivité en cas de crise ou autre, comme pour le logement, comme pour la crise Covid. Le deuxième point, c'est la question du coût élevé, qui effectivement représente un investissement, mais sauf que, à contrario, il y a également une question de durabilité de l'investissement, puisqu'on assure une pérennité à l'actif immobilier, et en plus on lui crée une valorisation extra-financière. Donc comme je le disais, par exemple sur le patrimoine immatériel dans le cadre de magasins généraux ou autres, et le patrimoine culturel qu'on va y créer. On a des risques d'imprévus, mais en réalité, ces risques d'imprévus, ils peuvent être fortement cadrés en amont, aussi bien d'un point de vue technique via des études, mais également via des études techniques, mais également via des études de compatibilité de la programmation avec le bâti. On a souvent des difficultés administratives qui sont soulevées par rapport à des questions de PLU, mais comme on le voit par exemple sur l'exemple de Shilty Game, il y a des co-constructions et des dialogues publics et privés qui peuvent se créer très facilement et qui sont vecteurs en fait, de qualité de vie et d'apport pour le territoire. Et enfin, le dernier point, c'était la question sur le fait qu'on est souvent en deçà des standards du neuf quand on est dans la restructuration, et que finalement, l'autre réponse, ça va être que déroger à ces standards du neuf, ça permet également de valoriser des innovations d'usage et valoriser un différent mode de vie qui, aujourd'hui, a posteriori, est plutôt vu de manière positive. Au-delà, on se rend compte aujourd'hui que toutes ces questions de reconversion des actifs vers du logement, on a un contexte très favorable qui est porté déjà par plusieurs appels à projets. Donc, par exemple, dans le cadre de Réinventer Paris 3, on a une consultation qui est orientée acteurs privés. On a une incitation à la reconversion d'espaces tertiaires en actifs résidentiels, mais il y a également des incitations pour les acteurs publics, comme par exemple le fonds Friches, qui incite les collectivités à recenser leurs friches et à proposer des friches à la transformation vers de nouveaux quartiers. On a également des évolutions législatives qui sont en faveur de ce mouvement, par exemple la loi Allure qui favorise tout ce qui est question de densification, la loi Elan qui a favorisé également tout ce qui est bonus de constructibilité lorsque l'on transforme des bureaux vides en logements, ou alors la ZAC qui est un outil qui nous permet quand même de penser la modularité des équipements aujourd'hui, justement dans le cadre de transformation des actifs tertiaires vers du logement ou autre. Alors, nos actions à RP Astrans, si on veut vraiment prendre à corps ce sujet, c'est tout d'abord penser à s'aligner avec les opportunités des acteurs de l'immobilier. Donc nous, on accompagne tous les acteurs de l'immobilier sur de la question de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre de leur stratégie de reconversion. Donc tout d'abord sur la question de redynamiser les sites et les quartiers. Donc on peut accompagner les acteurs de l'immobilier sur les questions d'occupation transitoire pour éviter justement que la vacance d'un actif immobilier puisse impacter le territoire. Donc ça va être régler les questions d'insécurité, revaloriser également par rapport à des nouveaux usages, imaginer également les acteurs avec lesquels on peut créer des liens pour pouvoir réinsérer un actif sur son territoire. On va également accompagner les acteurs de l'immobilier sur cet enjeu de réduction de l'empreinte carbone et environnementale dans la conception des logements, sur les questions de restructuration. On va également accompagner sur l'anticipation des évolutions des modes de vie via la modularité, donc en pensant dès la phase programme très en amont tout ce qui est nouveaux usages que l'on peut intégrer et transformation des espaces. Et également la question de la fiabilisation des investissements immobiliers pendant toute la durée de vie du bâtiment, donc en intégrant justement des nouvelles solutions qui sont plus adaptées, qui permettent de redynamiser des espaces lorsqu'ils sont sous-utilisés et autres. Aujourd'hui, les phases de transformation d'un actif vacant, il y en a 4, et c'est celle où tous les enjeux stratégiques sont positionnés pour les acteurs de l'immobilier.
Et nous, on accompagne également là-dessus. Donc la première, ça va être le sourcing de l'actif vacant à valoriser. Donc comme je le disais, ça va être identifier sur les territoires quels sont les enjeux de sobriété foncière d'abord. Donc où est-ce qu'on a des espaces qui sont vacants et qui sont des friches déjà imperméabilisées, mais surtout identifier quel destin on doit leur donner. Donc, parce que toutes les friches n'ont pas vocation à devenir des logements, certaines peuvent devenir des parcs ou autres. Et c'est établir une stratégie territoriale pour justement faire un mapping de ces friches, mais également identifier des signaux faibles par rapport au territoire. Donc, comme je le disais auparavant, sur le site de Saint-Herblain pour identifier quels vont être les usages qu'on va créer dessus. La deuxième phase, ça va être la question de l'occupation transitoire, comme je le disais auparavant, et la revalorisation. Donc, identifier quel est l'acteur qui va pouvoir valoriser de manière transitoire un bâtiment, quelles sont les actions de préfiguration qu'on va pouvoir mettre en place, quels sont l'écosystème qu'on va pouvoir construire et comment on va pouvoir intégrer les futurs usagers déjà dans la conception future de leur potentiel logement. Le troisième point, ça va être sur la transformation durable et adaptée. Donc, dans la phase de chantier, identifier quels sont les matériaux issus des déconstructions qu'on peut par exemple réutiliser ou les matériaux locaux qu'on peut utiliser sur le territoire. Et enfin, sur la question de l'évolution d'usage et l'exploitation, ça va être de suivre toutes les données d'usage pour comprendre comment est-ce qu'on peut transformer et assurer de la modularité dans les bâtiments, à quel moment on doit créer un nouvel usage, à quel moment on doit insérer par exemple une start-up qu'on a de notre écosystème Immowell pour pouvoir redynamiser l'actif. Et ce, soit sur la totalité de l'actif, mais également on peut imaginer sur tout simplement un rez-de-chaussée si on a une population qui développe du télétravail et que tout d'un coup on pense qu'il est nécessaire de créer un espace de coworking dans un rez-de-chaussée actif. Notre autre conviction aujourd'hui, c'est que sur l'avenir du logement de demain, c'est qu'il est nécessaire de créer des logements qui sont partagés et serviciels avant tout. Comme je disais auparavant, on a, avec la digitalisation, avec les nouveaux modes de vie, des nouvelles attentes par rapport à nos logements. Et c'est des attentes qui sont vérifiées aujourd'hui puisqu'on a identifié il y a plus de 35% de la... Enfin, 35% de la... Pardon. 50% de la population des moins de 35 ans sont intéressés par de l'habitat participatif. Donc l'habitat participatif, selon l'INSEE, c'est le logement partagé, donc tout ce qui est colocation, tout simplement, qu'on connaît déjà, la cuisine, avec une cuisine partagée ou autre. Le logement coopératif, donc le logement coopératif, c'est un projet de logement qui est créé en groupe avec un objectif commun. C'est ce qu'on voit de plus en plus, par exemple, dans tout ce qui est achat coopératif et autres. Et le foyer logement, c'est la définition de l'INSEE, là, plutôt pour les résidences serviciales, donc par exemple les résidences étudiantes. Et donc 50% des moins de 35 ans souhaitent vivre aujourd'hui dans ces habitats participatifs. Et quand on repense à la manière dont le logement évolue, c'est-à-dire avec de moins en moins de surface, mais avec de plus en plus de besoins par rapport à nos attentes de confort, de santé et de bien-être, on se rend compte que c'est une réponse qui paraît assez évidente d'avoir peut-être moins de surface qui nous est propre, mais beaucoup plus de services qui sont à disposition. Et pourtant, malgré cette tendance qui est clairement exprimée et le fait que c'est une réponse qui paraît être assez logique, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui existe tant sur le marché, puisqu'il n'y a que 170 projets qui ont été aboutis en ce sens, donc c'est 1400 logements en 2019, et il n'y a que 280 projets en construction qui vont dans ce sens aujourd'hui. Nous, là-dessus, on pousse cette attention sur la conception des logements serviciels en travaillant notamment sur 3 phases. La première, c'est la phase de conception. On va réfléchir sur toutes les fonctions qui peuvent être envisagées selon les publics, toutes les nuisances à avoir qui peuvent être causées, parce que là, on imagine du logement qui est partagé, qui est en coopération, qui est en groupe. Et pourtant, ces logements-là, c'est des logements qui sont également facteurs de discorde, tout simplement. Donc, imaginer des chartes de bien-être. Réfléchir également à tout ce qui est contraintes d'accès que l'on va pouvoir faciliter, notamment grâce à des questions de digitalisation et de plateformes de connectées sur les bâtiments. On va réfléchir également à toutes les questions de gestion et d'exploitation, donc par exemple les chartes et règlements d'intérieur, quels sont les services et les postes à créer pour pouvoir assurer la vie du bâtiment.
quelles sont les applications digitales à créer, quels sont les prestataires de services à mettre en place ou l'écosystème qu'on peut structurer autour. D'ailleurs, là-dessus, je vous conseille d'aller voir Camelot, qui est juste ici, qui est une start-up hyper intéressante sur la question de création de logements temporaires dans des espaces vacants et la mise en place de services justement pour gérer toutes ces communautés. Et enfin, on va s'intéresser sur les questions aussi de financement. Donc, comment est-ce qu'on peut penser à un programme rentable dès la conception? Quels sont les coûts d'exploitation à prendre en place lorsqu'on met des services? Est-ce qu'on met un service qui va être facturé aux résidents ou alors est-ce que c'est un service qui va être facturé aux propriétaires? Et tout l'équilibre économique justement dans la conception des logements serviciels, il est à penser très en amont dès qu'on écrit le programme puisqu'il peut avoir un impact sur les surfaces. Notre autre conviction et ce sur quoi on peut accompagner tous les acteurs de l'immobilier de la stratégie à la mise en place opérationnelle, c'est justement la création de logements adaptables et de maintien à domicile. Donc comme je le disais, c'est la deuxième préoccupation, en plus des questions environnementales et de l'évolution des modes de vie. C'est que la population française vieillit fortement, et sauf que cette population souhaite rester chez soi et rester dans des logements qui sont vecteurs de qualité de vie. Les points d'attention pour nous et ce sur quoi on accompagne justement dans la conception de ces logements seniors, ça va être notamment toutes les questions d'aménagement et de rénovation. Donc, par exemple, sur les questions visuelles et auditives, sur tout ce qui est aménagement intérieur et mobilier, et également sur toutes les questions de santé. Encore une fois, là, grâce à notre écosystème ImoWell, mais grâce également à notre équipe de design en aménagement intérieur. On va s'intéresser également à toutes les questions d'accessibilité. Donc, comme je disais, pour aller beaucoup plus loin que la loi Elan, qui aujourd'hui prévoit uniquement 80% de logements évolutifs et 20% de logements accessibles, mais surtout ne définit pas ce qu'est un logement évolutif. Et donc, toute la question est à poser sur quel type d'handicap on prend en compte, quel type d'évolution et de mode de vie pour les seniors on doit prendre en compte. Et c'est les questions qu'on va se poser sur justement la conception des logements. Et enfin, on accompagne et on met en place tout ce qui est question de plateformes digitales dans le logement pour justement faciliter la mise en place de services et faciliter la mise en place de la domotique dans les bâtiments. Donc un dernier point, mais on pourra en discuter plus amplement parce qu'on m'a fait un signe comme quoi j'étais arrivée au bout des 30 minutes. Aujourd'hui, on accompagne tous les acteurs de l'immobilier sur les études d'opportunité, sur la transformation des actifs vers du logement, les nouveaux modes de vie, la question de domotique, la logistique du dernier kilomètre également dans cette inscription du logement dans la ville du quart d'heure, la question de la charte pour l'habitat, du design d'usage, mais également de programmation, exploitation et conception pour les projets. Voilà, je crois qu'on a quand même un petit peu de temps pour une ou deux questions, s'il y en a. Alors, je ne crois pas. Je me tourne vers d'autres personnes parce que je ne suis pas sûre. Mais nous, pour le moment, on ne travaille pas avec des offices HLM. Ouais. Ouais. On travaille avec des acteurs du logement social, des bailleurs, mais on ne travaille pas avec des offices HLM. Mais on peut. Là, on m'entend? Ah oui, parfait. Qu'est-ce que vous pensez de la déconstruction? Niveau rentabilité, niveau... Parce que vous l'avez évoqué, je crois. Aujourd'hui, la déconstruction pour reconstruire sur un même site? Oui, ou juste la phase en évitant la démolition, juste pour reconstruire après, ou soit réhabiliter une partie d'un complexe. Ouais. Et tout ce qui est phase déconstruction, aujourd'hui, des échos que j'ai eus, c'est que c'était pas rentable de le faire. Par rapport à la démolition, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut être mis en place selon vous? Alors, justement, je ne suis pas rentrée plus en détail. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, il y a ces explications qu'on a données dans un webinaire un peu plus étoffé, qui est disponible sur notre site internet avec plein d'autres webinaires, donc n'hésitez pas. Il y a un rapport qui a été publié par Est Ensemble il y a 4-5 ans, qui prend plusieurs opérations comparables justement où ils ont fait des opérations de déconstruction, reconstruction ou démolition pour aller
vérifier ces hypothèses. Et ils ont pu prouver qu'en réalité, si la déconstruction est déjà bien encadrée en amont via des études structurelles et autres, les coûts ne sont pas forcément plus élevés. Et c'est justement pour ça que je disais qu'on a comme a priori souvent de se dire que ça va être beaucoup plus cher de faire comme ça, alors qu'en réalité, tous les bâtiments ne se prêtent pas à faire de la déconstruction, reconstruction partielle. Mais si on fait toutes les études en amont pour vraiment cadrer l'ouvrage, on peut arriver à des coûts qui sont équivalents, mais qui sont par contre un gain environnemental considérable. Une petite question encore. Si je reprends l'exemple de la brasserie qui a été restructurée complètement en logement, comment le promoteur ou le maître d'ouvrage fait pour rentabiliser l'opération? Parce que je présume qu'il y a des coûts de dépollution assez importants ou de réaménagement. Là encore, par exemple, sur ce site-là, c'est la valorisation foncière qu'il va y avoir derrière par rapport à la création du logement qui permet tout simplement de rentabiliser l'opération. Okay. Très simplement. Ça marche. Parce qu'au plus de ça, la question de l'imperméabilisation des sols n'est pas forcément la même question que la densification. C'est-à-dire que par exemple sur un site industriel qui est fortement imperméabilisé, on peut avoir le même taux d'imperméabilisation. Par contre, densifier nettement plus, impliquer une taxe d'aménagement et du coup avoir un rapport gagnant-gagnant pour le promoteur qui va du coup valoriser ses mètres carrés et pour la collectivité qui va pouvoir collecter de l'argent et recréer d'autres services sur le territoire. Et c'est pour ça que cet exemple de Shilty Game, il est très intéressant parce que c'est vraiment toute cette coopération qui est gagnante pour tous les acteurs sur le projet. Merci.